Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon confinement. Alors aujourd'hui, on ne parle pas des marchés financiers ou quasiment pas, on ne parle pas du coronavirus, on va parler principalement des crypto-monnaies et on va essayer en fait de répondre à une question. Est-ce que le Bitcoin est un terrible placement en temps de crise? Est-ce que le Bitcoin reste un refuge de valeur? Est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? Et on va aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en ce début du mois de mars quand le Bitcoin a perdu énormément de valeur, plus de 50% en l'espace de quelques heures. On va essayer en fait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que la baisse a été beaucoup plus violente sur le marché des crypto-monnaies plutôt que sur le marché des actions plus classiques qui ont subi en fait des chutes, mais on est loin d'avoir les mêmes baisses. Quand le marché traditionnel perd 10%, on a eu quand même le Bitcoin qui en a perdu quasiment 50%. Donc forcément, ça fait froid dans le dos en fait et ça peut faire peur. Et beaucoup de personnes peuvent se dire en fait le Bitcoin c'est n'importe quoi, c'est de la merde, ça vaut rien, etc. Comme certains le disent tout le temps et comme certains aujourd'hui n'arrêtent pas en fait de le crier haut et fort en disant le Bitcoin, regardez, c'est de la merde, ça a perdu 50%, vous voyez que ce truc il vaut rien. Voilà. Il y en a plein à qui ça fait plaisir ce qui se passe, mais pourtant vous allez voir que c'est pas forcément ce que je vais dire en fait dans la vidéo et je vais pas forcément leur donner raison. Au contraire, j'ai envie de dire. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir mes lettres d'investissement, donc j'ai envoyé la dernière il y a environ une semaine, donc c'était lundi dernier. Une lettre qui a eu pas mal de très bons retours. Alors il y a aussi quelques petits retours négatifs. Alors je sais que cette lettre a été faite un petit peu rapidement. Je n'ai pas eu le temps de bien la relire. Ça reste une lettre qui est envoyée gratuitement. Je suis quand même assez étonné en fait de voir certains retours parfois sur quelque chose qui est fait gracieusement par moi et qui est gratuit. Je tiens à le rappeler en fait quand même que je vous demande absolument rien en retour. En tout cas, si vous n'êtes pas inscrit, la prochaine va partir lundi, non pas lundi prochain, mais lundi encore d'après, dans une semaine. Beaucoup m'ont également demandé si c'était possible en fait de recevoir les précédentes lettres. Malheureusement, en fait, je n'envoie les lettres qu'une seule fois. Pour l'instant, je n'ai pas prévu en fait de les envoyer au cas par cas. Donc, si vous voulez absolument recevoir la prochaine, eh bien, il faut s'inscrire maintenant à l'avance parce que les lettres ne sont envoyées qu'une seule fois à une heure précise. Voilà. Allez, nous, on commence et on va en fait commencer par parler de la crise. Alors, une crise, pour remettre quand même les choses dans le contexte, c'est déclenché par un événement imprédictible. Alors, je sais, on va me dire « Ah, lui, il l'avait prévu ». Non, bullshit, personne n'a rien prévu en fait, d'accord? C'est pas parce qu'on dit « il y aura une crise dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans » qu'on a raison sur quoi que ce soit, d'accord? C'est comme dire en fait demain « le marché va rebondir ». Oui, super, il va rebondir. Si on ne dit pas quand, on prédit rien en fait. On prédit absolument rien. Donc, il n'y a aucune prédiction qui est faite sur une crise parce que c'est déclenché par un événement qui est imprédictible. Personne n'a prévu qu'il y aurait une pandémie en Chine, d'accord? Donc voilà, alors oui, il y a aussi des personnes qui ont dit « oui, mais l'humanité va s'effondrer à cause d'un virus ». Bon, on arrête ces conneries, d'accord? On peut dire tout ce qu'on veut, il y aura toujours des personnes qui auront dit des choses qui sont stupides et qui auront raison à un moment ou à un autre. Ce ne sont pas des prédictions. Une prédiction, c'est quand on va prédire précisément qu'est-ce qui va se passer. Or, une crise, personne ne le prédit. Ça, j'espère que c'est clair. Comme personne ne prédit que le Bitcoin va monter ou va baisser. D'accord? On fait juste des suppositions. Il n'y a aucune prédiction en fait là-dedans. Et personne n'est devin. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Donc, une crise, vu que c'est déclenché par un événement qui n'est pas prédictible, eh bien forcément, tout le monde est pris de court. Et je dis bien tout le monde. Donc, quand tout le monde est pris de court, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans un monde aujourd'hui où on a énormément d'effets de levier, il y a ce qu'on appelle les appels de marge. Donc, c'est quoi tout ça? Eh bien, en fait, c'est simple. Vous avez un portefeuille d'actifs. Donc, ça peut être très souvent des actions, de l'or, des obligations, du Bitcoin, tout ce que vous voulez en fait dedans, qui va servir en fait de garantie. Grâce à tous ces actifs, vous allez pouvoir emprunter davantage. Donc, par exemple, si vous avez pour 1 $ d'actifs, vous pourrez emprunter pour 2, voire pour 3 $. Et vous pourrez investir dans les marchés avec plus que ce que vous avez en actifs. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc cet effet de levier, on peut maintenir sa position tant que notre collatéral, donc la garantie qu'on a, est suffisamment valorisée. Dès qu'en fait cette garantie commence à perdre de la valeur, et bien là, on va vous dire, donc ça peut être votre banque, votre courtier ou qui vous voulez, ou la personne qui vous offre la liquidité, il va vous dire attention, ta garantie commence à trop baisser, moi je pourrais pas tenir, je pourrais pas en fait te laisser l'argent
qu'on t'a donné, il va falloir que tu nous le rendes parce que nous, on n'est plus du tout rassurés en fait à cause de la garantie qui est en train de beaucoup baisser. C'est normal. C'est comme si en fait demain une banque vous fait un prêt immobilier, que votre bien immobilier perd 50%. En fait, la banque, elle prend en collatéral ce bien immobilier comme garantie que vous allez rembourser le crédit. Mais si demain, le bien immobilier perd 50%, la banque se retrouve bien embêtée en fait parce que même si vous arrêtez en fait de payer, la banque ne pourra pas récupérer tout l'argent. Et c'est elle qui va devoir combler en fait les pertes. Donc, dans les marchés, ça en fait, ça n'arrive pas. On va systématiquement vous couper avant que le collatéral perde trop de valeur. Et donc, quand le marché perd beaucoup de valeur, notamment le marché action, ben, cette garantie va perdre de la valeur. Et donc, il y aura un appel de marge et il faudra réinjecter de l'argent. Et pour réinjecter de l'argent, eh bien, il faut du cash très souvent, donc il va falloir revendre d'autres actifs. Et les investisseurs, en général, ils sont bien diversifiés. Donc, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir des obligations, des matières premières, de l'or, du bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans des moments de forte chute et de panique liés au coronavirus? Eh bien, ils vendent tout parce qu'ils doivent couvrir leur appel de marge. Alors, ça peut être à cause de l'effet de levier, mais pas que. Ça peut être aussi via des crédits lombards. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les investisseurs, donc pas forcément les particuliers, mais ceux qui commencent à avoir des gros portefeuilles, ils vont pouvoir s'endetter, faire des crédits, par exemple pour acheter un bien immobilier, mais sans mettre le bien immobilier en garantie. Ils peuvent mettre en fait par exemple un portefeuille d'actions en garantie. C'est un crédit lombard. Donc ça en fait c'est possible si on a un certain capital et qu'on a un certain portefeuille d'actifs, actions, obligations. On dit tout simplement à la banque, voilà, moi j'ai ça que je veux mettre en garantie. Donc c'est un portefeuille d'actions par exemple et la banque vous fait un crédit par rapport à ça. C'est le même principe. Si votre garantie baisse trop, la banque vous appelle et vous dit, bon, fais attention, ta garantie a trop baissé, nous on ne pourra pas maintenir ton portefeuille sans le liquider si tu ne réinjectes pas de l'argent. Et le liquider, ça veut dire qu'ils vont tout simplement tout vendre au marché et le récupérer. Donc en général, on a envie en fait d'éviter ça et donc on va devoir réinjecter du cash, racheter potentiellement d'autres actifs pour les foutre dans la garantie. Donc tout ça en fait, ça fait que les investisseurs, vu qu'ils sont pris de court, eh bien, ils sont obligés en fait de vendre un petit peu tout et n'importe quoi en panique parce qu'on peut rapidement se faire liquider vu que les marchés baissent rapidement. Ensuite, il y a justement la liquidation qui va déclencher des ventes forcées. Et donc là, en fait, on va se retrouver à vendre tous les actifs qu'on avait mis en collatéral. Ça peut être du bitcoin, ça peut être des actions, des obligations, tout ce que vous voulez. On va devoir les vendre au marché. Donc forcément, ça va amplifier en fait les baisses. Parce que déjà, en fait, que le marché baisse, en plus, les liquidations des portefeuilles, parce que la personne n'a pas pu réagir assez vite pour combler en fait la baisse de la garantie, se retrouve à avoir toute sa garantie qui est vendue au prix du marché. Donc ça amplifie en fait la baisse. Et en plus, on pourrait rajouter en plus qu'il y a tout le phénomène de rééquilibrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gros portefeuilles se font rééquilibrer, parce qu'il y a du rééquilibrage, un portefeuille qui va avoir un petit peu d'actions, d'obligations, d'or et même de bitcoin par exemple, si les actions perdent beaucoup de valeur, quand il y aura un rééquilibrage, il va se passer quoi? Il va se passer que tous les autres actifs qui ont conservé en fait la valeur vont être vendus en partie pour racheter des actions. Voilà. Donc tous ces mécanismes-là font que on a des baisses qui sont assez violentes, surtout au début des crises, vu que personne n'est préparé. Ensuite, quand la crise a été amorcée, c'est différent. On sait en fait qu'on est dans une crise, donc forcément, il y aura moins de risques qui va être pris et donc il n'y aura plus vraiment ce phénomène de panique où tout le monde est pris de court. Alors, il peut encore y avoir des vagues baissières et des vagues de panique liées à ce qui se passe dans la vie réelle, j'ai envie de dire, par rapport au coronavirus. Imaginez qu'il y a un rebond en Chine, que l'épidémie reparte pour X raisons, etc. Ça pourrait refaire un petit peu paniquer les gens. Mais ça, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Personne n'est devin par rapport à ça. Et donc, dans une panique, là, si je mets le graphique du Bitcoin versus S&P 500, tout est vendu. Que ce soit le Bitcoin ou les marchés financiers, là pour le coup, on voit que notamment le 12 et le 13 mars, il y a vraiment eu des ventes massives. Le S&P 500 perd 10% et ça pour le coup, ça arrive vraiment pas tous les jours. Là, c'est plutôt historique. Et le Bitcoin également, c'est historique, perd 50%. Ça aussi, ça n'arrive vraiment pas tous les jours. Donc là, il y a vraiment une corrélation. Et donc, en fait, ce qu'on en déduit, c'est que dans les moments de panique, la corrélation est extrêmement forte, même si les actifs en temps normal ne sont pas forcément corrélés entre eux. La corrélation, en fait, vraiment augmente uniquement durant les phases de panique. Maintenant, si on regarde également le graphique de l'or en 2008, entre 2008 et 2009, là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que durant la crise de 2008, donc la crise de la dette des subprimes, on a aussi l'or qui a perdu 30%.
Et pourtant, l'or, on le sait, c'est un refuge de valeur. Depuis des centaines, des milliers d'années, il protège la valeur et il ne perd pas en valeur. Ça, on l'a vu aujourd'hui. Et donc, même l'or, en fait, perd 30%. Parce que, comme j'ai pu vous le dire, en fait, tout est vendu. Sans aucune exception. En fait, on ne fait pas de distinction avec ça, c'est un refuge de valeur, ça, c'est plus risqué. Tout est vendu parce qu'il faut récupérer rapidement de la liquidité. Donc, en fait, c'est normal qu'en temps de crise, tous les actifs soient massivement vendus. Maintenant, comment est-ce qu'on remarque qu'un actif est un refuge de valeur? C'est quand il va reprendre de la valeur et surtout le temps pour qu'il reprenne de la valeur. Là, si on regarde l'or, on se rend compte qu'au final, la chute, elle a été effacée en l'espace d'une année. En l'espace d'un an, il a repris ses 30% qu'il avait perdus. Donc là, c'est vraiment significatif que c'est un refuge de valeur. Et ensuite, on peut le voir, c'est reparti encore sur de plus haut. Donc là, c'est vraiment significatif que l'or est bien un refuge de valeur. Et bien, pour le Bitcoin, on attend exactement le même comportement pour être capable de dire que oui, c'est considéré quand même comme un refuge de valeur. En fait, le fait qu'il ait perdu 50%, c'est pas ça qui est forcément grave. Ce qu'il faut maintenant regarder, c'est dans combien de temps est-ce qu'il va récupérer ces 50% qui ont été perdus. Et pour l'instant, force c'est quand même de constater que le Bitcoin est tombé un petit peu en dessous des 4000 $. Il est déjà actuellement, il avoisine aux alentours des 7000 $. D'accord? Donc ça peut un petit peu bouger par rapport à quand je fais la vidéo. Mais en tout cas, il a déjà en fait bien, on va dire, récupéré. Et il n'est plus du tout à moins 50% de baisse. Maintenant, il n'a pas encore récupéré son niveau d'avant-chute. Ça, je suis d'accord. On verra combien de temps est-ce qu'il va mettre pour récupérer ce niveau. Mais en tout cas, s'il met quelques mois pour au final être capable de remonter, eh ben, on pourra dire que, mine de rien, le Bitcoin est quand même un refuge de valeur. Maintenant, si le Bitcoin ne reprend pas sa valeur ou prend des années et des années avant de remonter sur les niveaux en fait d'avant-chute, et ben là on pourra effectivement se dire qu'il n'est pas si considéré que ça comme un refuge de valeur de la part des investisseurs. Voilà, donc déjà en fait ça c'est pour répondre à la première question. Maintenant, pourquoi la baisse a été aussi importante? Il y a beaucoup de facteurs en fait qui font que la baisse est plus importante. Déjà en fait il faut partir du principe qu'on est sur un marché qui est non régulé. Donc il n'est pas régulé, donc tout le monde fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas une coordination aujourd'hui entre les différentes plateformes d'échange comme on peut l'avoir dans les marchés traditionnels, où il y a vraiment des interconnexions. Il y a en plus ce qu'on appelle du trading haute fréquence qui s'occupe de faire de l'arbitrage, de faire plein de choses, qui fait que les bourses sont extrêmement connectées et que les différences de prix, par exemple, entre les différentes bourses, honnêtement, elles sont vraiment minimes parce qu'il y a vraiment énormément, d'une part, de liquidité, de trading haute fréquence. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça apporte quand même de la liquidité et ça permet aussi d'arbitrer correctement les différentes bourses. Et c'est tellement poussé à un système qu'ils ont leur propre réseau. Donc, forcément, c'est extrêmement rapide. Tout ça, on ne l'a pas en fait dans les cryptos. Il n'y a pas de régulation. On ne vérifie pas en fait ce que font les plateformes. Les plateformes peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent proposer en fait de l'effet de levier sans aucune limite. Là, on voit aujourd'hui de l'effet de levier, mais c'est complètement ahurissant. Je veux dire du x100, du x125 même sur Binance Future, où c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, personne n'a besoin d'avoir autant d'effets de levier sur des actifs qui sont autant volatiles. Et pourtant, les outils, ils existent. Alors, ils existent pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que bien sûr qu'il y a des personnes qui ont des intérêts à ça, qui se gavent sur ça. Ça peut être les plateformes d'échange directement, comme ça peut être certains investisseurs qui vont récupérer beaucoup d'argent grâce à ça, au détriment de beaucoup d'autres qui vont se faire laminer sur les marchés avec des produits auxquels ils ne devraient pas avoir accès librement. Donc, parfois, le régulateur, oui, c'est embêtant, mais il protège quand même pas mal les particuliers parce que dans les marchés traditionnels, personne ne peut prendre du levier x100 comme ça. D'accord? Dans les cryptos, pour le coup, c'est open bar et donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent complètement sur la paille à cause de ça. Alors, le premier problème dans les cryptos, c'est l'effet de levier. Aujourd'hui, en fait, dans les marchés traditionnels, l'effet de levier, on va dire en moyenne, il tourne entre x2 et x3. Ça veut dire que pour 1 $, vous pouvez acheter pour 2 voire 3 $. Dans les cryptos, la moyenne, elle est entre x5 et x30. Ça veut dire que pour 1 $, vous pouvez jouer, j'ai envie de dire jouer ou investir dans les cryptos jusqu'à 30 $. Donc c'est juste délirant. Imaginez, vous avez un Bitcoin de collatéral, vous pouvez en acheter 30. Je veux dire, c'est colossal en termes d'effet de levier. Et là, je vous parle juste de la moyenne qui est entre x5 et x30. On peut aller jusqu'à du x100.
voire du x125. Ça veut dire que si vous avez un Bitcoin en collatéral, vous pouvez prendre une position acheteuse ou vendeuse avec 100 Bitcoins. C'est complètement délirant. Et ce qu'oublient en fait les gens, c'est qu'il suffit de quelques pourcents de mouvement sur un marché dans le mauvais sens pour que vous soyez sorti du marché. Je le répète, mais sur un levier x100, il faut que le prix bouge de moins de 1% car la plateforme prend un petit peu de marge et ne va pas vous liquider au dernier moment. Donc moins de 1% dans l'autre sens pour que vous soyez liquidé. Et honnêtement, c'est extrêmement dangereux. Donc déjà, en fait, le fait qu'il y ait autant d'effets de levier qui soient pris dans les cryptos, ben vous imaginez bien en fait que si tout le monde est dans un sens et que le marché part dans l'autre, et il part violemment dans l'autre sens, ça va déclencher des liquidations en cascade. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur BitMEX notamment. En plus, le problème sur BitMEX, c'est quoi? C'est que c'est une plateforme qui n'a pas de KYC, donc qui n'a pas de fiat. Donc on fait des dépôts uniquement en BTC. Donc ça veut dire que votre collatéral, c'est du Bitcoin. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'est-ce qui se passe quand votre collatéral perd trop de valeur? Il y a un appel de marge. Et imaginez qu'on cumule des appels de marge plus une congestion du réseau et des dépôts qui prennent du temps sur BitMEX, on se retrouve à ce que des gens qui voulaient rajouter en fait du collatéral se retrouvent liquidés parce qu'ils n'ont pas pu remettre de garantie. Donc il y a vraiment eu un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu des liquidations en cascade sur BitMEX. Donc là, je vous mets en fait le graphique des positions qui sont prises sur l'ensemble des plateformes de contrats futurs. Donc principalement, on voit quand même que les plus grosses, hein, c'est toujours les mêmes, c'est notamment BitMEX. On a BitMEX, on a OKX, on a aussi UOB. Et on voit quoi? On voit qu'on est passé un tout petit peu avant la baisse panique de 4 milliards de positions avec effet de levier à 2 milliards. Donc il y a quand même 2 milliards qui ont disparu. Alors ce n'est pas forcément que des liquidations, ça peut être des positions qui ont été fermées également, qui ont été stoppées, mais en tout cas, il y a un mix entre des liquidations en cascade et des positions qui ont été stoppées à cause de la baisse du prix qui a été extrêmement violente. Donc déjà, en fait, ça, forcément que ça a un impact. Mais s'il n'y avait que ça, en fait, ce ne serait pas forcément ça le problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Et notamment sur BitMEX, il y a eu en plus un ou plusieurs attaques DDoS. Donc, une attaque DDoS, c'est une attaque qui vise à envoyer énormément de requêtes sur une plateforme, donc sur un serveur, mais bon, là on va dire sur une plateforme, pour essayer en fait de la ralentir, voire de la mettre hors service. Parce que tout simplement, la plateforme n'arrive pas à gérer toutes les requêtes. Et donc, c'est ce qui s'est apparemment passé. Je dis bien apparemment parce que honnêtement, avec BitMEX, il faut quand même faire attention. C'est ce qui s'est apparemment passé avec BitMEX. Lors de la forte chute du Bitcoin, il y a eu en plus une attaque qui a eu lieu sur la plateforme BitMEX qui a rendu en fait la plateforme quasiment inopérante. Donc ça veut dire qu'il y a eu des stops qui ont été déclenchés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, etc., etc. Il y a eu quand même pas mal de casses au niveau de BitMEX. Alors a priori, toutes les personnes qui ont eu des stops déclenchés alors qu'ils n'auraient pas dû être ont été remboursées. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a eu une liquidation en cascade sur BitMEX, que les dépôts en BTC étaient quasiment impossibles parce que la plateforme était extrêmement lente à cause de l'attaque DDoS et aussi à cause d'une congestion du réseau Bitcoin. Et en plus à ça, les frais de transaction sur la blockchain qui ont augmenté. Donc tout ça a fait que les gens n'arrivaient plus à déposer en fait de Bitcoin sur BitMEX. L'arbitrage ne fonctionnait plus correctement parce que si on ne peut plus déposer en fait de Bitcoin sur BitMEX, c'est difficile en fait de faire de l'arbitrage. Donc là, on voit sur ce graphique-là que déjà, quand la baisse a commencé, on a eu un écart assez flagrant entre le prix sur BitMEX et le prix, on va dire, spot. Donc sur Coinbase. Et en plus, on voit qu'on a eu des liquidations en cascade qui auraient pu continuer si la plateforme n'avait pas été mise hors service par BitMEX. Et on a vu que dès que la plateforme avait été mise hors service, le prix a tout de suite rebondi. Donc il y a même pas mal de personnes qui spéculent sur le fait que le Bitcoin aurait pu tomber beaucoup plus bas si BitMEX n'avait pas arrêté sa plateforme et mis hors service durant un certain moment tous ses services. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y aurait eu encore des centaines et des centaines de liquidations en cascade qui auraient continué à faire effondrer en fait le prix. Vu que personne ne pouvait remettre de l'argent sur BitMEX, on aurait pu vraiment tomber très très bas. Donc à mon avis, il y a peut-être eu une attaque,
Mais c'est pas anodin en fait que BitMEX ait quand même mis sa plateforme hors service. Je pense qu'ils l'ont vu venir. Et je pense qu'ils se sont dit, si on n'arrête pas toutes les liquidations en cascade, on va vraiment voir le prix du Bitcoin retomber extrêmement bas. Donc à mon avis, on ne saura peut-être pas toute la vérité, mais en tout cas, il y a peut-être eu une attaque bien orchestrée au bon moment, justement en plein pic de liquidité, en pleine panique. Faire crasher une plateforme comme ça, honnêtement, c'est plutôt bien joué. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas que ça. Donc maintenant, si on regarde rapidement ce qui se passait au niveau de la blockchain, bon, mais on voit déjà que le nombre de transactions, on a un énorme pic entre le 12 et le 13 mars. Donc ça correspond aussi au fait qu'il y a vraiment eu un pic d'activité à ce moment-là, où il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées à vouloir faire des transferts. Donc très souvent, ça peut être sur des plateformes d'échange. Il y a peut-être aussi la DeFi qui rentre en jeu. Là, on n'en parlera pas, mais il y a eu pas mal de défaillances également au niveau de la DeFi. Et si on regarde également les frais de transaction, bon, mais on se rend compte que les frais de transaction, ils ont aussi explosé. Enfin, explosé. On les a connus plus élevés que ça, mais ils ont quand même très rapidement augmenté quand justement la panique a eu lieu, ce qui a posé pas mal de problèmes au niveau justement des plateformes de DeFi qui ne se sont pas adaptées assez rapidement à l'augmentation notamment du gaz sur Ethereum. Et ça a posé pas mal de problèmes aussi, notamment de liquidation. Donc honnêtement, là, on a vraiment vu pas mal de dysfonctionnements, que ce soit autour de la plateforme BitMEX, mais à mon sens, c'est amplifié en fait par le fait qu'il n'y a pas de monnaie fiat sur BitMEX, vu qu'il n'y a pas de monnaie vraiment stable, même durant des phases de panique, parce que le dollar, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus stable, et ben, on s'est retrouvé vraiment à avoir des liquidations complètement dingues en cascade. Ça a vraiment entraîné en fait le prix vers le bas. Donc tout ça a fait que on a eu une baisse aussi importante. Donc est-ce que cette baisse était prévisible? Honnêtement, bullshit. Il faut arrêter les conneries. Oui, on aurait pu effectivement être baissier et prévoir une vague baissière. Mais de là à prévoir une vague baissière qui aille chercher en dessous des 4 000 $, personne n'a prévu tout ça. D'accord? Donc, il y a vraiment eu un concours de circonstances qui a fait qu'on a autant baissé. Donc ça, une nouvelle fois, c'est juste pour vous dire que non, personne n'a anticipé une baisse comme ça. On pouvait anticiper une baisse, mais certainement pas une baisse aussi importante. Donc j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair. Alors tout ça a eu lieu, bien sûr, parce qu'on navigue dans un environnement qui est non régulé et où chaque plateforme fait ce qu'elle veut en fait. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu BitMEX, si toutes les plateformes de contrats futurs respectaient le KYC, acceptaient les dépôts en stablecoin par exemple, pour avoir des monnaies fiat, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de problèmes. Également, si les frais n'avaient peut-être pas autant augmenté aussi rapidement, que la blockchain ne s'était pas retrouvée congestionnée au même moment, on n'aurait peut-être pas eu tous ces problèmes-là. Également, en fait, il y a eu plein de choses. Et là, je pourrais également vous parler en fait des dysfonctionnements qu'il y a eu au niveau de la DeFi, mais là, je ne le ferai pas à cause justement de la congestion du réseau, du fait que les garanties en collatéral, elles ont beaucoup perdu de valeur, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment énormément de problèmes en l'espace de à peine un jour ou deux. Et c'est à cause de tout ça qu'on a eu une baisse aussi importante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Est-ce que le Bitcoin est une réserve de valeur? Alors, pour moi, honnêtement, ça reste une réserve de valeur, même si sur le coup, on pouvait en douter. Sous l'émotion, on peut en douter. Mais honnêtement, pour moi, le Bitcoin reste une réserve de valeur. Reste à prouver, bien évidemment, qu'il va être capable de retrouver son prix d'avant-crise et d'avant la crise panique d'ici à quelques mois. Et je ne dis pas qu'il va tout de suite remonter sur les 9 000 $, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas non plus sur un Bitcoin qui s'est complètement effondré et tous les acheteurs ont disparu. Non, c'est complètement faux. Donc les acheteurs, ils ont disparu durant la panique. Même certains acheteurs sont passés vendeurs, ce qui a encore plus amplifié la baisse. Mais aujourd'hui, on a pas mal de signaux qui sont plus dans le vert. Alors notamment, si on regarde les stats de Coinbase, Coinbase nous indique que quelques jours après la baisse, il a eu une énorme augmentation au niveau des dépôts de crypto et de cash sur sa plateforme, plus de 1,3 milliard de dollars, une augmentation par 2 des inscriptions, une augmentation par 3 de l'activité de trading et un volume qui explose par 6 sur Coinbase uniquement. Je n'ai pas vu d'autres statistiques sur les autres plateformes, mais en tout cas, c'est assez significatif qu'il y a un apport de liquidité et un intérêt de beaucoup de personnes
d'aller dans les crypto-monnaies. Est-ce que c'est le même type de mouvement qu'on a sur l'or physique? Possible. À savoir que l'or physique aujourd'hui est en rupture de stock parce que tout simplement il y a eu un afflux en fait de personnes qui voulaient acheter de l'or. Malheureusement, l'offre était tellement limitée qu'on s'est rapidement retrouvé en rupture de stock. Ce qui est normal, sachant qu'on ne peut pas créer de l'or en un claquement de doigts. L'or, il faut l'extraire. Il faut également la raffiner, il faut en faire des lingots, des pièces que vous voulez. Donc tout ça, en fait, il faut passer par tout un tas en fait, de systèmes de transformation. On ne peut pas imprimer comme le font les banques centrales en imprimant autant d'argent en fait, qu'elles le souhaitent. Donc c'est pour ça en fait que l'or est pour moi le Bitcoin qui est limité en termes de nombre à 21 millions, qui va avoir son halving dans maintenant quelques semaines, et bien reste et va être une valeur refuge. En tout cas, moi je parie toujours là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on ne peut pas imprimer de Bitcoin. On ne peut pas en fait imprimer de Bitcoin comme on le voit aujourd'hui avec les politiques monétaires. Voilà. Donc après ça, je sais que c'est un long débat. On pourrait en débattre très longtemps. Là, ce n'est pas forcément le but de la vidéo. En tout cas, si ça peut vous intéresser, on peut également en parler au sein d'une vidéo précise. Si ça vous intéresse également de savoir un petit peu plus ce qui s'est passé au niveau de la DeFi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace de commentaires. Je ne pourrai pas traiter en fait de tous les sujets, mais en tout cas, je traiterai en fait des sujets qui vous plaisent le plus. Également, hein, je vous le dis rarement, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez en fait que j'aborde des sujets spécifiques. N'hésitez pas. Alors, je fais plus en ce moment d'analyse précise de crypto-monnaie pour plusieurs raisons. Bon, d'une part, c'est parce que j'ai pas le temps. Ça demande trop de temps. Ça demande beaucoup trop de temps. La deuxième raison, c'est parce que j'ai toujours l'impression que quand je parle d'une crypto-monnaie, je suis responsable de ce qui va se passer. On me le reproche très souvent, je vous le dis, hein, des projets que j'ai pu mettre en avant comme Pundi X, comme Napoléon X, etc. Même encore aujourd'hui, alors que ça fait des années que j'ai fait des vidéos et que j'en ai pas refait, on est toujours là à me reprocher, à me dire le projet avance pas, etc., etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'en fais beaucoup moins parce que j'estime que je ne suis responsable de rien. Je fais une analyse, je donne un avis. Je sais que la plupart des gens le savent, mais il faut comprendre qu'arriver à un moment, c'est pénible. En fait, c'est vraiment pénible de systématiquement devoir se justifier en fait de tout ce qu'on fait. Donc je vais le refaire. Je vais le refaire. C'est pas la seule raison, comme j'ai pu le dire. Il y a aussi une raison en fait de temps. J'ai pas forcément en fait le temps en ce moment et encore moins en ce moment de le faire parce que j'ai pas mal de projets en parallèle. Mais quand tout ça va être fini, j'aurai plus de temps et à mon avis, je vais le refaire avec certains projets qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas dans l'espace de commentaires. Juste, je vais terminer en fait sur. J'ai vu des choses par rapport à la politique monétaire actuelle. Et des personnes qui font des raccourcis un petit peu rapides du style la BCE injecte 700 milliards dans l'économie, donc ça va être bénéfique pour le Bitcoin. Donc ça va créer de l'inflation, etc., etc. Bon, faites attention avec tous ces trucs-là. Hein. Déjà, le QE n'est pas inflationniste. Sinon, ça fait belle lurette que l'inflation aurait explosé. Ça fait belle lurette qu'au Japon, eux, ils font du QE depuis 20 ans, que l'inflation aurait explosé. C'est pas ce qui s'est passé. Donc le QE, ce n'est pas en fait de l'argent qui rentre dans l'économie réelle. Donc ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas ça en fait qui va provoquer de l'inflation. Donc, est-ce que ça va profiter au Bitcoin? C'est possible, mais à mon sens, ce ne sera pas à cause de l'inflation, ce sera à cause d'une défiance envers la monnaie et d'une perte de confiance. Une perte de confiance, pourquoi? Parce que quand les gens vont se rendre compte qu'en fait l'argent n'a aucune valeur et que l'État peut en avoir autant qu'il le souhaite, est-ce que vous pensez que les gens vont continuer à bosser pour un salaire de misère? C'est ça en fait qui pourrait vraiment poser problème. Quand les gens là, les gilets jaunes qui ont bataillé des mois et des mois pour avoir 10 milliards, là l'État annonce 100 milliards pour sauver les boîtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'État a besoin d'argent, il le trouve. Donc ça en fait, le jour où les gens vont le comprendre, le jour où les gens en fait vont comprendre que les États peuvent emprunter parce que la BCE maintient les taux d'intérêt extrêmement faibles justement grâce aux politiques de QE. En fait, principalement, le QE, il sert qu'à ça. Il sert quasiment qu'à ça. Pas que à ça, mais en grande partie, le QE, quand on vous annonce en fait les 700 milliards, ça sert juste à faire baisser les taux d'intérêt. Ils vont racheter en fait de l'obligation sur les marchés secondaires, des obligations d'État et aussi d'entreprises. Mais principalement d'État pour maintenir les taux bas pour que les États puissent continuer à s'endetter et à financer toutes les dépenses qu'ils ont promises. Voilà. En fait, le QE, il sert qu'à ça. Donc, c'est pour ça en fait que ce n'est pas inflationniste. L'argent ne va pas en fait dans l'économie réelle. Alors peut-être que demain, ils vont faire
l'hélicoptère monnaie comme ils veulent le faire aux States et même dans d'autres pays? Peut-être. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être inflationniste, on verra. Mais ce qui peut être beaucoup plus inflationniste, c'est un problème dans la chaîne de production. Si vous avez beaucoup moins de produits et que tout le monde veut en acheter, ça crée une hausse des prix. Donc pour moi, il y aura surtout une inflation s'il y a des problèmes de production. Et si des pays se réservent des stocks stratégiques pour eux et qu'ils arrêtent de les vendre aux autres pays. Tout ça, en fait, ça peut créer une inflation comme pour les masques. Aujourd'hui, il y a une guerre du masque et on voit quoi en fait? On voit que les Américains, ils sont prêts à racheter à n'importe quel prix. Donc ça, forcément, ça fait exploser en fait le prix des masques. Alors bien sûr, les pays, ils tentent au minimum de jouer le jeu. Ils vont peut-être mettre justement des lois pour bloquer en fait les prix parce que justement, s'ils ne bloquent pas les prix, il se passe quoi? Il se passe que les prix ils explosent en fait. Et c'est ça en fait qui pourrait créer beaucoup d'inflation. C'est un problème au niveau de la chaîne de production, plus qu'au niveau de la création monétaire, tant que ça reste en tout cas du QE qui ne va absolument pas profiter à l'économie réelle. Le QE permet quasiment que aux États à s'endetter, récupérer du cash pour financer leurs dépenses. Voilà. Donc ça, ne faites pas de raccourcis trop vite par rapport à ça, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, il peut y avoir effectivement un problème au niveau de la monnaie quand on a en fait des politiques comme ça, quand les gens se rendent compte qu'au final, en fait, l'argent n'a aucune valeur. Ça, pour le coup, ça peut vraiment profiter au Bitcoin. Une nouvelle fois, c'est encore un débat qui peut être assez long et je sais qu'il y a beaucoup d'idées en fait par rapport à ça. Allez, j'espère que c'est clair. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace de commentaires. Quant à nous, écoutez, on se retrouve comme toujours dimanche prochain. N'oubliez pas, je l'oublie très souvent, de liker la vidéo pour le soutien. Je vous dis bon confinement, bon courage et à dimanche prochain. Bye bye.